Ok, bienvenue à tous. Je vais vous partager mon écran. Merci d'être là. Hop. Tac. Voilà. Hop. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Merci de votre présence. Donc, on va parler de la préparation physique dans les sports de contact. Donc, on va voir ensemble d'abord ce qu'est la préparation physique. On va définir ce qu'est la préparation physique. Ensuite, on va voir en quoi la performance est un ensemble de systèmes. Ensuite, on abordera les outils qui nous permettent de développer les qualités physiques dans les sports de contact et notamment les qualités physiques que sont l'endurance, la force, la vitesse et la souplesse. Et puis après, on va voir comment articuler tous ces éléments pour établir une préparation physique efficace et adaptée. On va donc parler de planification. Et enfin, on verra ce qu'est l'entraînement invisible. Donc, la définition de la préparation physique par Weineck, qui est donc un médecin spécialisé donc dans le sport, nous dit que la préparation physique, c'est un ensemble organisé et hiérarchisé des procédures d'entraînement qui visent au développement et à l'utilisation des qualités physiques du sportif. Elle doit apparaître de façon permanente aux différents niveaux de l'entraînement sportif et se mettre au service des aspects technico-tactiques prioritaires de l'activité pratiquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la préparation physique, c'est une composante de l'entraînement. Donc, ça doit nous permettre de développer et utiliser des qualités physiques dans une discipline particulière. Et pour nous, ça va être les sports de contact, d'accord, la boxe pied-point d'une manière générale. Et aujourd'hui, le pancrace et le MMA. Et selon un objectif précis. Donc, pratiquer uniquement votre discipline, ce n'est pas de la préparation physique. Le fait d'être le coureur le plus rapide ou celui qui va soulever la charge la plus lourde, ça ne fera pas de vous le meilleur combattant sur le ring. Par contre, la manière dont vous allez être capable d'utiliser vos aptitudes et ces outils, c'est surtout ça qui va vous permettre de mieux performer. Donc, le préparateur physique, son rôle, c'est quoi? C'est de connaître les spécificités qui vont être liées à la discipline, mais aussi de connaître son ou ses combattants. Les facteurs qui déterminent la performance. Donc, on va commencer avec évidemment les qualités physiques. Il faut qu'un athlète soit performant physiquement et donc on a vu, on verra ça par la suite. Ensuite, ce dont il faut tenir compte, ça va être la durée des combats et les temps de récupération. La durée des combats, je ne vais pas préparer mon combattant de la même manière, en tout cas, s'il fait un 3 fois 2 minutes ou s'il fait un 5 fois 3 minutes. Ok, avec toujours cette fameuse minute de récupération. Et je vais aussi devoir tenir compte du type de rencontre. Est-ce que j'ai un seul combat dans ma journée ou dans ma soirée, ou est-ce que j'ai plusieurs combats et auquel cas il faudra que j'habitue mon athlète à travailler sur de la fatigue, à attendre plus ou moins longtemps entre les combats, et puis à être capable de récupérer le plus rapidement possible et le mieux possible entre mes différents combats. Et puis bien évidemment, il va falloir tenir compte de la durée et des intensités des actions qu'on peut retrouver au sein d'un round, avec des pics qui vont être plus ou moins intenses. Donc, la préparation physique, ça va nous aider à améliorer et optimiser les performances, améliorer les capacités de récupération et surtout, et aussi, à prévenir les blessures. Donc, on va rentrer maintenant sur le deuxième volet et on va voir en quoi la performance est un ensemble de systèmes. La capacité à faire interagir bon nombre de systèmes de façon simple et cohérente, c'est ce qui va nous permettre de potentialiser justement les qualités et les aptitudes de notre combattant. Qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver les facteurs physiques qui vont déterminer la performance, on va le voir après. Ensuite, on a les exigences physiques de la discipline. Ensuite, on va parler de planification et des cycles de travail en fonction des besoins de mon combattant. Encore une fois, si mon combattant est très fort ou peu endurant, il va falloir que je travaille sur ces fameux points faibles ou points forts. Et ensuite, donc évidemment, tout ça, il faut pouvoir l'articuler au sein d'une programmation et le mettre en application. Les qualités physiques du combattant, c'est quoi? De quoi on a besoin quand on fait des sports de contact? On a besoin d'endurance et on va parler de capacité et de puissance. On a besoin de force et de vitesse et ça va nous permettre de générer de la puissance. Et puis, on a besoin de mobilité et de souplesse. Donc, ça revient à dire que le préparateur physique va devoir travailler sur les qualités neuromusculaires, les qualités énergétiques et les qualités de coordination motrice.
En termes d'exigence physique, il va falloir aussi faire attention au niveau du combattant et faire en sorte que les compétitions auxquelles il veut participer soient quand même adaptées à son niveau. D'accord? Je ne vais pas envoyer un débutant sur des compétitions, des grosses compétitions comme des championnats d'Europe ou des championnats du monde, évidemment. Donc, il va falloir que j'adapte ça. Il va falloir aussi tenir compte de la gestion du stress, de la capacité de gestion du stress de mon combattant, d'accord? Et vous avez pu le voir avec le webinaire hier avec Fouad Esbiri, être capable de gérer son stress, c'est une forme de préparation mentale. Ensuite, il va falloir tenir compte aussi de la maturité de mon sportif. Est-ce qu'il a de l'expérience? Quel âge il a? Est-ce qu'il est très jeune? Est-ce qu'il est plus âgé? Est-ce qu'il est en fin de carrière, etc. Et parfois, il va falloir tenir compte aussi du sexe de mon combattant ou de ma combattante, parce que hormonalement, il se passe des choses qui peuvent générer de la fatigue, etc. Gardez en tête également que pour établir une bonne condition physique, ça va nécessiter plusieurs saisons, donc plusieurs années d'entraînement. D'accord ? Maintenant, on va donc voir les outils qui vont nous permettre de développer les qualités physiques dans les sports de contact. Et donc, on va voir l'endurance, la force, la vitesse et la souplesse. D'abord, les outils qu'on a à notre portée et à notre disposition pour développer les qualités physiques dans les sports de contact. On va d'abord parler d'endurance générale et spécifique. Et donc là, ça va correspondre à toutes les activités de footing, rameur, natation, vélo, etc. Donc ça va nous permettre de développer cette fameuse endurance générale et spécifique. Ensuite, on va avoir les séances de préparation physique qui vont nous permettre de développer tout type d'endurance et tout type de force. Ensuite, le travail au sac, ça va nous permettre de développer de l'endurance, de la puissance, de la coordination générale et spécifique. Générale pour développer des qualités techniques, apprendre à bien envoyer un direct, etc. Et puis spécifique, ça peut être la répétition d'enchaînements combat, type pour la préparation d'une rencontre. Ensuite, on retrouve le travail au pas haut ou au pas d'ours. Là, ça va nous permettre d'affûter un petit peu plus notre travail et donc de travailler sur de la vitesse et de la coordination spécifique. Encore une fois, d'enchaînement qu'on va vouloir placer en combat, en assaut, en rencontre. Et enfin, on a le travail au sein du ring en termes de qu'on appelle donc les sparring. Ça peut être des sparring à thème ou des sparring un petit peu plus durs, on va dire, ou qui se rapprochent un peu plus du modèle du combat. Et donc là, ça va nous permettre de développer de l'endurance, de la vitesse et de la coordination spécifique. Donc ensuite, maintenant on va aborder donc les qualités physiques. On va d'abord définir ce que c'est. L'endurance, qu'est-ce que c'est? C'est ma capacité à maintenir un effort dans le temps. D'accord? Quand on parle d'endurance, ça fait obligatoirement référence aux filières énergétiques. Donc pour ça, il faut qu'on sache de quoi on parle et surtout, il faut comprendre ce qu'est la filière énergétique. Donc, quand on parle de filière énergétique, il faut vous imaginer des réservoirs, des gros réservoirs. Le jaune, on va parler de capacité aérobie, donc c'est un très très gros réservoir, d'accord? Plus mon réservoir il est grand, plus je vais pouvoir maintenir une intensité d'effort, d'accord? Plus il va être petit, moins je vais pouvoir tenir sur la durée mon intensité de travail. Ensuite, on a un réservoir rouge, plus petit, et celui-là, on appelle ça la filière anaérobie lactique, parce que je vais produire de l'acide lactique, c'est un déchet. Et enfin, on a la capacité anaérobie alactique. Donc, comme vous pouvez le constater, plus mon réservoir il est gros, plus je suis capable de tenir sur de l'intensité, comme je vous le disais. Donc là, 5 à 7 minutes à 100% de ma puissance maximale aérobie, d'accord, ma capacité à tenir sur une intensité quasi maximale. Ensuite, sur la capacité anaérobie lactique, mon réservoir rouge, je vais pouvoir tenir un effort intense jusqu'à 2 minutes 30. Et sur l'anaérobie lactique, je vais pouvoir tenir jusqu'à 15 secondes. Ensuite, on a des petits robinets, d'accord? Et ces petits robinets, ils envoient un débit d'eau, d'accord? Et ce débit, plus il est grand, plus l'intensité de l'effort va pouvoir être maintenue, d'accord? Donc là, on peut constater que sur la capacité aérobie, mon robinet, il est plutôt fin et celui-ci va me permettre de pouvoir tenir 2 minutes 30 à 3 minutes, d'accord? Sur de la puissance maximale. Ensuite, sur mon réservoir, mon robinet rouge, l'anaérobie lactique, je vais être capable de tenir une intensité jusqu'à 45 secondes. Et enfin, mon réservoir bleu, là, j'ai un gros débit au niveau de mon robinet. Et là, je vais pouvoir maintenir une grosse puissance, mais seulement sur 7 secondes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir travailler en fonction à chaque fois de mes robinets et de mes réservoirs et que je vais développer une certaine forme d'endurance en fonction de ces robinets et de ces réservoirs. Donc, quand je suis sur de l'aérobie, et que je suis dans une zone qui est comprise entre 60 et 75% de ma fréquence cardiaque maximale, je suis dans une zone qu'on va appeler endurance fondamentale. Elle va me permettre de développer mon endurance, mais aussi de m'habituer à des efforts de longue durée, d'accord, à supporter des futures charges de travail, d'accord. Ça, c'est intéressant quand on est en reprise sportive ou en réathlétisation, d'accord, pour réhabituer le corps à bouger, ok, et à se réoxygéner. Ensuite, je vais rentrer dans une fourchette de 75 à 80% de ma fréquence cardiaque maximale. Et là, je suis dans une zone qu'on va appeler une endurance soutenue. Cette zone, pour nous, c'est une zone d'entraînement prioritaire pour la performance. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de mieux utiliser l'oxygène et donc de mieux aller oxygéner mes muscles. Et c'est quand même hyper important pour pouvoir tenir sur la durée. Mais elle va aussi me permettre d'éliminer l'acide lactique. D'accord? L'acide lactique, c'est un déchet qui est produit, un déchet musculaire qui est produit à l'effort quand ça commence à devenir trop intense. Quand je vais rentrer dans ma phase, dans une zone de travail qui va être comprise entre 80 et 90% de ma fréquence cardiaque max, je vais rentrer dans une zone mixte. Et là, c'est intéressant aussi pour nous parce que ça se rapproche des efforts qu'on peut retrouver en combat. Et là, ça va nous permettre de préparer l'organisme à des efforts qui sont plus intenses, d'accord? Et m'habituer également à cette fameuse production d'acide lactique et essayer de repousser ce seuil d'arrivée d'acide lactique. Et enfin, dans mon réservoir bleu, qui vous rappelez, il est tout petit. Par contre, il a un gros débit. Là, je vais pouvoir travailler sur des fréquences cardiaques qui sont maximales, voire supramaximales. Et là, l'objectif, ça va être de travailler sur de la vitesse maximale aérobie. On appelle ça, c'est très, très rapide. Et ce qui va être intéressant pour nous, ça va être de travailler sur du spécifique, des gestes très rapides. D'accord? Donc, ça correspond à des efforts qui sont courts, très intense et en général, on va tabler sur un travail de vitesse sur cette filière. Donc, pour programmer le contenu des séances d'endurance, il faut suivre une certaine logique puisque souvent nos séances, elles sont multi-objectifs, c'est-à-dire qu'on va travailler tout type d'endurance. Donc, il faut toujours respecter un principe, c'est que je vais toujours partir de mon petit réservoir qui a peu de capacité, mais qui me permet de travailler vite et fort. Ensuite, je vais basculer sur des exercices qui sont lactiques, sur mon réservoir rouge, d'accord? Et je vais terminer sur des exercices aérobies sur mon réservoir jaune. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le réservoir jaune, il me permet d'éliminer l'acide lactique, mais aussi de réutiliser l'acide lactique comme source d'énergie, d'accord? Donc, en suivant cette logique, je vais permettre à mon combattant de pouvoir tenir et supporter des charges de travail de moins en moins intenses, mais aussi de pouvoir supporter l'intensité de travail sur tout le long de la séance. Je vous rappelle aussi que sur le réservoir bleu, donc le réservoir qui est basé sur le travail de vitesse, on démarre par celui-là parce que tous les exercices qui vont nécessiter de la vitesse et de la force, de la vitesse maximale aérobie, ça se fait toujours sur un organisme qui est frais et reposé. Mon système nerveux, il doit être complètement disposé à produire une intensité élevée, d'accord? Si j'arrive et que si je propose à mon combattant en fin de séance, alors qu'il est épuisé, de faire de la vitesse maximale aérobie, il va pas être capable de générer et de performer de la manière, de la bonne manière, on va dire. Et enfin, comme je vous disais, les exercices aérobie favorisent la réutilisation de l'acide lactique, des déchets. Donc, comment ça s'organise concrètement au sein d'une séance d'entraînement? Quand je pars sur des exercices avec mon réservoir bleu, donc des exercices qui vont être dits alactiques, je vais pouvoir enchaîner avec un apprentissage technique. Pourquoi? Parce que ce travail de vitesse va améliorer la mise sous influx nerveux et potentialiser mon apprentissage technique. C'est comme si j'étais hyper réveillé, je suis hyper excité et du coup je suis hyper concentré. Donc ça va me permettre de rester hyper lucide et hyper focus sur ce que mon entraîneur et mon préparateur vont me demander. Ok. Ensuite, on va basculer sur des exercices lactiques. Ok. Et là, ça va être intéressant de proposer des répétitions d'enchaînement à thème sur fond de fatigue. Pourquoi? Parce que ce fond de fatigue, il va pouvoir mettre mon combattant dans les conditions de fatigue réelles, dans les conditions de fatigue de combat. Et donc, ça va me permettre de lui proposer des répétitions d'enchaînement ou de schéma pour qu'il puisse justement s'habituer et limiter la perte de qualité du geste.
OK. Et enfin, comme d'habitude, on va terminer avec un travail aérobie sous forme d'opposition à thème, donc des sparring à thème, pour encore une fois favoriser une récupération active. On garde en tête aussi qu'à l'approche des compétitions, on ne veut plus produire de déchets, on ne veut plus fatiguer l'organisme du combattant. Et donc, pour ça, on va maintenir des qualités alactiques et aérobie. Donc, je vais garder mon réservoir jaune et je vais garder mon réservoir bleu. Mais par contre, mon réservoir rouge, je vais essayer de plus trop l'utiliser ou de voire de plus du tout l'utiliser. D'accord? Et donc, on va se rapprocher des types d'exercices qui vont nous permettre de nous transposer dans des combinaisons qu'on va utiliser pendant le combat. Maintenant, on va aborder donc la qualité de force et de vitesse. Donc, la force, c'est quoi? C'est la capacité à produire une forte tension musculaire, d'accord, contre une résistance. Et la vitesse, c'est quoi? C'est ma capacité à exécuter très, très rapidement un mouvement qui peut être très simple ou un mouvement qui peut être très complexe. Quand j'associe la force et la vitesse, ça me donne de la puissance. Et c'est ce qui va nous intéresser dans les sports de contact, de développer de la puissance. Donc, les paramètres de la force. Donc, comment je fais pour générer un travail de force chez mon combattant? Il va falloir que je tienne compte de ma charge, du nombre de répétitions, du temps que je vais passer sous tension avec ma charge et de ma vitesse d'exécution. D'accord? Donc, sachez qu'en général, les paramètres de la force, ils commencent toujours aux alentours de 75%. Ça va dépendre après des combattants. Donc après, on a différents types de force. On va parler d'endurance de force quand je vais me situer entre 30 et 50% de ma répétition maximale. Ma répétition maximale, c'est quoi? C'est si je suis capable de faire une répétition au squat de 100 kg, c'est ma répétition maximale. Et donc, je vais prendre ce pourcentage-là pour pouvoir développer un travail en endurance de force. Donc, je prendrai entre 30 et 50% de mes 100 kg. À quoi ça sert ce travail? Ça sert à habituer mon combattant à résister à la fatigue. D'accord? Donc, en général, ça va être des longues séries. Okay. Ensuite, on a la force endurance. D'accord? C'est toujours une forme d'endurance, sauf que là, l'aspect force, il va être beaucoup plus important. Okay. Et comme on peut le voir, les pourcentages de ma répétition maximale sont plus élevés. Je vais me situer entre 50 et 80% de ma répétition maximale. Et là, ça va me permettre de travailler la coordination et la synchronisation. On va voir après. Ensuite, on a la force explosive, la force vitesse, et là, ça va être ma capacité à produire beaucoup d'énergie en un temps très très court, d'accord? Et donc là, on va parler souvent de pliométrie. Ça va nous permettre de travailler sur l'effet ressort du muscle, et on a également le travail en statodynamique qui me permet, en travaillant avec un certain tempo, d'accumuler de l'énergie. C'est comme si je tirais sur un élastique, j'attends et puis je lâche, ok? Donc, augmenter sa force, ça revient à quoi? Ça revient à améliorer des facteurs nerveux. Donc, on parle de synchronisation intramusculaire et de coordination intermusculaire. Ma synchronisation intramusculaire, il faut imaginer que vos muscles, c'est plein de petits fils qui sont enfermés dans un sac. Et ben, le fait que tous ces petits fils soient capables de se contracter ensemble, ça va m'aider à générer de la force. Et plus je suis capable de contracter beaucoup de fils, voire tous les fils, ce qui est très rare, eh bien, je vais pouvoir générer beaucoup de force. Et à côté de ça, quand tous mes muscles sont capables aussi de tous se contracter ensemble de façon synergique, eh bien là, je vais être capable de générer énormément de force. Donc ça, c'est les facteurs nerveux. Ensuite, le travail de la force, il permet également une amélioration au niveau de la structure du muscle. Et là, on va parler d'hypertrophie. Mes petits fils, ils vont pouvoir s'épaissir et donc ils vont se renforcer. Non seulement c'est intéressant parce que je vais pouvoir générer de la force, mais je vais aussi favoriser la protection de mes articulations, de mes tendons, de mes ligaments et de mes muscles, et donc diminuer le risque de blessure. Okay. Et enfin, on va pouvoir, grâce au travail de force, améliorer les facteurs élastiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir, en supposant qu'on ait toujours des amplitudes maximales de mouvement, je vais pouvoir diminuer mes raideurs. Donc, ça peut être aussi une forme d'assouplissement, entre guillemets. Et puis, ça va aussi me permettre de diminuer la survenue du réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, c'est quoi? C'est quand je vais trop loin, il y a une espèce de cloche qui va sonner automatique et qui va me dire, OK, là, faut que tu reviennes parce que tu vas trop loin, il y a un risque de blessure ou de déchirure, etc. Et c'est ce qu'on appelle le réflexe myotatique.
Donc, en gros, quand j'utilise la force dans ma préparation physique pour un combattant, je vais toujours essayer d'aller chercher des exercices polyarticulaires, d'accord, pour être le plus fonctionnel possible avec mon combattant. Pourquoi je veux qu'il soit fonctionnel et pourquoi je choisis des exercices polyarticulaires? Polyarticulaire, ça veut dire que le mouvement va me demander d'engager plusieurs articulations et donc du coup plusieurs groupes musculaires qui vont se coordonner entre eux, d'accord? Et c'est important, comme on l'a vu avec la force, de synchroniser et de coordonner tout ça pour générer de la force. Pourquoi j'utilise des exercices polyarticulaires? Parce que mon objectif à moi, c'est pas qu'il soit hyper bon en squat, c'est que ce squat me permette de transférer cette énergie vers un mouvement spécifique. D'accord? Si je fais un squat, c'est pour qu'il puisse développer de la force et de la puissance en envoyant des middle, par exemple, ou des low kicks, ou des front kicks. OK? Et donc, l'objectif du choix de mes exercices, je vais toujours garder en tête que je veux transférer de la force des membres inférieurs vers les membres supérieurs, mais que je veux aussi renforcer mes membres inférieurs. Pourquoi? Parce que mes appuis, c'est ce qui va me permettre aussi d'être super fort et de générer des coups puissants avec mes membres supérieurs, donc mes bras. D'accord? Ensuite, on a la vitesse. Donc, la vitesse, on a 3 types de vitesse. On a la vitesse de réaction. Mon adversaire m'envoie un direct. Il faut que je réagisse le plus rapidement possible pour pas le prendre ou alors que je lève très vite ma garde pour bloquer son coup. C'est ce qu'on appelle la vitesse de réaction. Ensuite, on a la vitesse fréquence. Ça va être ma capacité à donner un maximum de coups sur un temps donné. Et ensuite, on a la vitesse gestuelle. Et là, ça va correspondre à ma capacité à générer un mouvement très, très rapide. Donc, toutes ces vitesses-là, elles peuvent se travailler ensemble. Il n'y a pas besoin de hiérarchisation particulière. Et puis, elles peuvent se travailler tout au long d'une planification, d'une préparation. OK. Maintenant, on va voir ce qu'est la mobilité, la souplesse et les étirements en dernière qualité physique. La mobilité, c'est quoi? C'est votre capacité à réaliser de grandes amplitudes articulaires. Nos articulations, elles sont capables de générer des grandes rotations. Si je suis limité dans ma capacité à générer une grande rotation, je vais forcément faire en pâtir mon geste technique. D'accord? Donc, c'est important que je puisse maintenir des grandes amplitudes articulaires. Ensuite, en termes de souplesse, la définition de la souplesse, c'est ma capacité à réaliser des grandes amplitudes, mais cette fois-ci musculaires, tendineuses, ligamentaires. Donc, plus mon muscle va être élastique, plus je vais pouvoir aussi générer de grandes amplitudes. Et les étirements, à quoi ça sert? Ça va être des procédés qui vont me permettre d'augmenter justement ces 2 amplitudes. Ça va me permettre de favoriser une récupération et ça va me permettre également de diminuer des tensions ou diminuer des contraintes. Et donc là, on parle d'étirement statique ou dynamique. Donc, pourquoi c'est important de s'étirer? Parce que ça va avoir une influence positive sur la performance. Comme je vous le disais, le fait de pouvoir avoir des grandes amplitudes, je vais pouvoir réaliser un geste technique qui va correspondre à ce qu'on me demande et ce que je veux faire. Ensuite, ça va diminuer les compensations indésirables. Et donc, forcément, ça va avoir un rôle hyper important sur la prévention des blessures et des douleurs. Quelle méthode utiliser et à quel moment les appliquer? Donc, on va en voir 3 aujourd'hui. On a le statodynamique. Donc, le principe, c'est quoi? C'est faire 6 à 8 secondes d'étirement incomplet, relâcher 2 secondes, faire 6 à 8 secondes de contraction isométrique. Donc, je ne bouge pas, je fais la chaise, par exemple. Et puis ensuite, je vais enchaîner 10 squats dynamiques. D'accord? Quand est-ce que je place ce type d'étirement? À la fin de mon échauffement, pour réveiller gentiment et préparer mes muscles, mes tendons. C'est comme si je leur disais, OK, là, on va commencer à bosser, donc il faut se réveiller, d'accord? Et pour pas que j'ai une espèce de contraction un peu trop violente et que je me blesse dès le début de l'entraînement. Ensuite, il y a le contract relâche étire. Donc là, c'est pareil, je vais réaliser une contraction isométrique de 6 à 8 secondes. Isométrique, ça veut dire que je mets mon muscle en tension, mais qu'il n'y a pas d'étirement et de contraction, il n'y a pas de mouvement. Donc là, c'est pareil, on va reprendre l'exemple de la chaise. Donc 6 à 8 secondes. Je vais relâcher 2 secondes et puis je vais enchaîner avec 20 secondes d'étirement passif. Donc je vais attraper ma pointe de pied et puis je vais tirer sur mon quadriceps. Donc, quand est-ce que je place ça? Je place ça en fin de séance, quand ma séance n'a pas été trop traumatisante, d'accord? Donc, quand j'ai pas fait trop d'acide lactique ou quand je ne suis pas trop fatigué. Ou alors, ça peut être carrément une séance qui va être dédiée à mes étirements, d'accord? Et enfin, on a les étirements passifs. Là, ça va être très, très simple. Je vais passer 30 secondes ou plus sous tension en réalisant un étirement progressif et je m'arrête toujours avant que ça commence à faire mal, d'accord?
quand ça commence à faire mal, vous êtes trop loin déjà, parce que les étirements, ça provoque des micro-déchirures, d'accord? Et l'idée, c'est pas d'en provoquer de trop, c'est d'aider le muscle à gentiment s'assouplir. Quand est-ce que je place mes étirements passifs? En fin de séance, après avoir réalisé une petite récupération active de 5 à 10 minutes, je trottine, je pédale, etc. Et puis, ça va donc favoriser le relâchement musculaire, ou alors, encore une fois, ça peut être une séance dédiée à ça. On va aborder maintenant comment établir une préparation physique efficace et adaptée, et on va parler de planification. Donc, faut garder en tête que pour progresser et pour faire progresser mon combattant, l'idée c'est de le fatiguer et puis après de le laisser reposer, de laisser se reposer. On appelle ça le principe de surcompensation, d'accord? Ensuite, l'idée aussi hyper importante, c'est de pouvoir alterner des phases d'effort et de récupération. On va parler de charge d'entraînement. Si j'ai des phases de travail, des phases d'effort très très importantes, il va falloir que je puisse lui laisser suffisamment de temps à mon combattant pour qu'il puisse récupérer et que ce soit bénéfique pour lui, ok? Et que ce soit pas une contre-performance que j'aille chercher. On parle de charge d'entraînement et comment on maîtrise les paramètres de la charge d'entraînement. On va parler de volume, d'intensité, de complexité et de spécificité. D'accord? On va aborder deux types de périodisation. On va commencer avec la périodisation linéaire. La périodisation linéaire, c'est quoi? On va en général partir d'un gros volume de travail vers une intensité de travail. On va partir d'un mouvement assez simple qu'on va complexifier et on va partir d'un travail de développement des capacités de manière générale pour aller de plus en plus vers le spécifique et vers les choses qui vont nous être utiles pour le combat. Avant d'aborder la périodisation, on fait un petit rappel sur les unités de temps. Quand on fait une périodisation, on parle en cycle et il faut savoir ce que ça veut dire. Donc, un cycle, ça correspond à une séance. Un microcycle, ça correspond à plusieurs jours, donc plusieurs cycles. Ensuite, les mésocycles, c'est plusieurs semaines, d'accord? Ensuite, j'ai plusieurs mois, on va parler de macrocycle, d'accord? Et donc, tout ça, ça s'emboîte. Et pour finir, on parle de saison sportive et là, on parle de plan annuel. Si je décide ou si mon combattant décide de faire de sa discipline une carrière, là, on va parler donc de carrière et là, on va commencer à entrer sur du haut niveau et donc on va avoir des plans annuels, des macrocycles, des mésocycles, etc., qui vont s'étaler sur plusieurs années. Si par exemple j'ai un objectif de Jeux Olympiques, eh bien mes cycles de travail vont s'échelonner jusqu'à l'objectif final que seront les Jeux Olympiques. Donc la périodisation linéaire, d'une manière générale, on va avoir plusieurs phases, 4 au total. On va parler d'abord de la première phase, c'est une phase générale. Donc, on part toujours de notre objectif de compétition et puis ensuite, on va reculer, d'accord? Donc, en fonction du temps qu'on va avoir imparti pour sa préparation, on va pouvoir justement gérer les temps de phase de travail. Donc, d'une manière générale, on a 6 à 8 semaines pour la première phase qu'on appelle la phase préparatoire. Là, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va développer et harmoniser les qualités physiques. On va essayer de travailler les points faibles et développer de l'endurance générale. Donc là, on est sur notre réservoir jaune et sur la première partie du réservoir jaune, d'accord, en termes d'endurance. Ensuite, on a une phase auxiliaire qui va durer 4 à 6 semaines. On va parler de travail spécifique. Et là, on va commencer à développer justement les qualités physiques qui sont spécifiques à notre discipline. On va rentrer dans de l'endurance spécifique, le petit réservoir rouge. On va commencer à rentrer sur un travail de gestuel un peu plus complexe. On va commencer à rentrer dans de technico-tactique. Et puis, on va orienter notre force de travail pour développer cette fameuse puissance. D'accord? Donc, on va pas être sur de la force maximale. Et on va surtout essayer de rester sur du travail d'endurance de force explosive, de pliométrie, etc. pour développer de la puissance. Ensuite, on va rentrer dans une phase spécifique qui va durer 1 à 2 semaines, grosso modo, où là, on parle de phase pré-compétitive et compétitive. Donc là, on s'approche vraiment du jour J. L'idée, ça va être de générer de la force spécifique. On va essayer de faire, comme je vous le disais tout à l'heure, des rappels de force explosive, d'accord? Et on va continuer avec un travail d'endurance. On va maintenir notre puissance maximale aérobie. Donc là, on est avec le réservoir jaune et le réservoir bleu, d'accord? Et on va continuer à optimiser le geste sportif, d'accord?
on a répété des enchaînements, on a travaillé sa technique. Là, maintenant, il s'agit juste de l'entretenir. Par contre, on veut plus fatiguer l'organisme, donc on essaye de pas faire d'acide lactique, donc on essaye de pas utiliser notre réservoir rouge. Et enfin, une fois que la compétition est terminée, j'ai une phase de décharge qui va durer 1 à 2 semaines, selon encore une fois les objectifs qui sont à venir. On va parler de phase post-compétitive. C'est une phase de transition, une phase de récupération active, encore une fois qui va être plus ou moins longue, selon si je suis en fin de saison sportive, je vais avoir mes vacances et je vais continuer à bouger différemment, j'aurai plus d'objectifs de compétition, ou alors dans un mois ou dans un mois et demi, je repars sur une compétition et là, on aura cette phase de transition et puis on réadaptera cette périodisation. À quoi ça ressemble une périodisation linéaire? Grosso modo, ça va ressembler à ça. Donc là, j'ai ma compétition, j'ai mon objectif, donc ma semaine compétitive, pré-compétitive et ma période préparatoire, où là, je vais avoir un développement spécifique et un développement général. Et donc, on va à chaque fois, etc., en fonction des objectifs, recommencer et répéter ces phases-là. Les avantages de cette périodisation linéaire, c'est que c'est une méthode qui est assez progressive et qui n'est pas très agressive quand on recherche à développer de la force chez les débutants. Elle est hyper facile à mettre en œuvre par tous les entraîneurs et elle permet de limiter le risque de blessure chez les débutants ou les novices, d'accord ? Par contre, les inconvénients, c'est que comme c'est un travail qui est plutôt linéaire, on va dire, où on part d'un volume et avec peu d'intensité et puis on fait comme ça diminuer et augmenter les jauges, il y a une dissociation qui est un peu trop importante en termes de facteurs physiologiques et nerveux. Donc, les premiers cycles de travail sur cette périodisation vont nous permettre de développer les facteurs structuraux et physiologiques, mais pas suffisamment l'aspect nerveux, d'accord ? Les facteurs nerveux, justement, le travail de force, d'endurance, d'endurance de force, etc., ils vont être développés uniquement en fin de cycle, quand on va commencer à s'approcher de la compétition. Alors que nous, idéalement, ce qu'on va rechercher, c'est que notre athlète il soit capable de performer tout au long de l'année, d'accord? Donc ça peut être assez préjudiciable chez des athlètes qui sont assez confirmés ou chez des athlètes professionnels. Donc, si j'ai un combattant qui est très puissant mais pas très endurant, vous l'aurez compris, on va pas développer, ils n'ont pas les mêmes objectifs de travail, donc on va pas travailler de la même manière, on va pas aborder la préparation de la même manière. Donc, pour nous, individualiser la préparation physique selon les besoins de notre athlète ou de nos athlètes si on gère un groupe, ça va être hyper important. Comment je peux faire pour faire face et pallier à cette difficulté quand j'ai un groupe de combattants avec des niveaux et de capacités différentes? Eh bien, on va parler de périodisation ondulatoire. La périodisation ondulatoire, dans les grandes lignes, ça va être quoi? Ça va être le même principe, on va respecter à peu près la même logique de travail que sur la périodisation linéaire. Je vais toujours choisir des exercices de préférence polyarticulaires. Je vais devoir choisir des formats différents de travail. Donc, je vais choisir de développer de l'hypertrophie, de la force, de l'endurance de force, de la force explosive, etc., de la vitesse maximale aérobie, etc., etc. Donc, je vais choisir les nombres de répétitions et mes charges de travail en fonction de mes objectifs. Ensuite, je vais choisir un moyen de progression de semaine en semaine, mais aussi différent pour chaque séance dans la semaine. Ok, donc je peux décider sur des blocs d'augmenter la charge, le nombre de répétitions, les séries, etc. Mettre des tempos de travail et c'est voilà. Et donc du coup, c'est moi qui vais gérer les paramètres d'entraînement que sont les charges d'entraînement. Donc, à quoi ça ressemble grosso modo? Je vais avoir plusieurs blocs. Donc là, on a un exemple avec 2 séances de préparation physique sur une semaine. Sur mon premier bloc, donc les 3 premières semaines, la première séance, je vais décider de faire travailler mon combattant sur de la force, et donc il va réaliser un travail de 5 répétitions à 85% de sa répétition maximale. Et sur la séance B, je vais être plutôt sur de l'hypertrophie. Et ensuite, quand je vais aborder mon deuxième bloc, je vais décider de travailler sur du 80% de mes capacités. Donc, je suis encore sur un travail de force. Et puis, sur ma séance B, je vais travailler sur de l'endurance de force. D'accord? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la logique reste la même. Quand je rentre dans ma phase de pré-compétition, je reste toujours sur des rappels de force explosive, un maintien de temps de travail spécifique à mon combat. Je vais essayer d'optimiser mes gestes sportifs et puis évidemment après ma compétition j'ai toujours une phase de régénération, de récupération active, c'est toujours ma phase de transition. Ok.
Les avantages de cette périodisation ondulatoire, c'est qu'elle me permet d'alterner une progression entre mon volume de travail et mon intensité de travail, tant dans ma séance que sur ma semaine d'entraînement. Donc, comme les objectifs sont tout le temps différents d'une séance à l'autre, eh ben, ça va être aussi moins ennuyeux pour mon athlète, d'accord? Ça va aussi me permettre d'avoir une stimulation beaucoup plus fréquente des facteurs nerveux et métaboliques, puisque je vais toujours solliciter de l'endurance, de l'anaérobie lactique, de la force, de la vitesse, etc., etc. Qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre d'avoir une meilleure gestion des pics de forme sur l'année, et surtout, ça va me permettre d'avoir une apparition qui va être beaucoup plus régulière des pics de forme sur l'année, d'accord? Donc, je peux être, entre guillemets, prêt pour un combat si on m'appelle en dernière minute pour remplacer quelqu'un, etc. Je suis prêt, ok? En tout cas, j'ai toutes les capacités et les conditions nécessaires pour pouvoir performer sans me blesser et faire une bonne performance. Pour le préparateur physique, ça va être aussi un luxe d'avoir de la flexibilité parce que ça va me permettre de gérer la fatigue. Si j'ai mon combattant qui arrive lundi et qu'il a l'air super fatigué et que j'ai décidé de lui proposer ce jour-là qu'il ait décidé de réaliser une séance de force qui est très taxante sur le système nerveux, s'il est fatigué, je vais pouvoir switcher avec ma deuxième séance qui était plutôt en hypertrophie, donc moins taxante sur le système nerveux, pour lui laisser un peu plus de temps de récupération, et ça va lui permettre de bien réaliser sa séance de force et de ne pas passer à côté et de surtout le surentraîner ou le surfatiguer. Okay. Donc, pour nous, ça va être idéal pour les athlètes qui ont un bon niveau de force, qui commencent à avoir une bonne expérience, d'accord, de travail et qui ont l'habitude de travailler sur des intensités un peu plus ou moins élevées. Et c'est une excellente préparation pour les athlètes professionnels. L'inconvénient, c'est qu'elle va être très peu utile chez les débutants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un niveau de force élevé. Et puis surtout, ils maîtrisent pas forcément les gestes techniques, même si c'est des gestes basiques, on va dire, en musculation. Ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Donc, pour les débutants, ça va être beaucoup plus intéressant, comme on le voyait tout à l'heure, de se servir de la périodisation linéaire. Après, il faut aussi également que le préparateur physique sache et puisse maîtriser les niveaux de charge de son athlète pour pas le faire tomber dans du surentraînement, d'accord? Donc, il faut qu'il puisse gérer justement le travail de volume et d'intensité des séances en fonction de ses entraînements aussi au club de boxe, et puis sur les semaines et les séances, etc. Bien, maintenant, on va voir ce qu'est l'entraînement dit invisible. Qu'est-ce que c'est l'entraînement invisible? C'est tout ce qui ne se voit pas. Mais par contre, ça a des conséquences hyper importantes sur la performance. Et donc, on va dire que c'est tous les procédés qui permettent de favoriser le repos et la récupération. C'est quoi? C'est quoi ces paramètres, ces facteurs? C'est le sommeil, le suivi médical, les accélérateurs entre guillemets de récupération, l'alimentation et l'hydratation. Et ça forme quoi? Ça forme l'hygiène de vie. Ok. Le sommeil, pourquoi le sommeil c'est hyper important? Parce que le sommeil il va nous permettre de régénérer les tissus. Ça va nous permettre aussi, c'est pendant votre sommeil que vous générez une hormone de façon endogène, c'est l'hormone de croissance qui vous permet donc de récupérer, de vous réparer entre guillemets. Ça permet également de protéger et de stimuler votre système immunitaire. On sait qu'à l'approche des compétitions, il y a de la fatigue qui s'accumule et lorsqu'on commence à être fatigué, c'est aussi le risque pour nous de tomber malade ou de se blesser, d'accord? Et donc le sommeil en ça, c'est hyper important. Le manque de sommeil, c'est un stress et c'est un stress physiologique. Quand vous vous entraînez, vous soumettez votre corps à un stress physiologique quand vous mangez, quand vous bougez tous les jours, et le manque de sommeil, c'est aussi un stress. Donc quand je ne dors pas suffisamment, je stresse davantage mon organisme. Quand je le stresse, il ne va pas pouvoir fonctionner de façon optimale. Okay. Combien de temps j'ai besoin de sommeil? Idéalement, entre 7h et 8h par nuit. Idéalement, on se couche avant 22h, 23h. D'accord, 23h, c'est même déjà un peu tard. Pourquoi? Parce que les heures de sommeil avant minuit, elles comptent double dans notre capacité à récupérer. Vous aurez beaucoup plus de phases de sommeil profond qui favorisent justement les facteurs de récupération. Et donc, pour les sportifs de haut niveau, quand vous avez 2 entraînements par jour, l'idéal, c'est d'avoir ces 2 entraînements suffisamment espacés. Et si vous avez la possibilité de placer une petite sieste récupératrice, c'est encore idéal.
Ensuite, on a le suivi médical. Donc, l'idée, encore une fois, c'est que mon combattant, il soit toujours dans le meilleur état possible pour pouvoir supporter les charges d'entraînement. Donc, votre santé et la santé de mon combattant, elle est indispensable à la réalisation de ses objectifs et surtout à la réalisation du travail que je vais lui demander. Ça va aussi permettre d'avoir un suivi et puis de déceler les inflammations. Chez les femmes, le surentraînement ou les entraînements très intenses, ça peut provoquer des dérèglements hormonaux. Donc l'arrêt des règles ou la survenue un peu trop régulière des règles, avec toute la fatigue que ça peut engendrer. Ça va aussi être important d'avoir un suivi médical pour être sûr que mon athlète se régénère bien et qu'il a suffisamment de réserves énergétiques. Souvent, on va avoir des athlètes qui commencent à perdre énormément de poids malgré le fait qu'ils mangent. C'est des signaux d'accord, de surentraînement, ou certains qui n'arrivent pas à perdre de poids parce que le corps est fatigué et au contraire, ils en prennent alors qu'ils commencent à se restreindre. Les soins dentaires aussi, c'est hyper important, d'accord. Ça peut générer des tendinites, etc. Donc, c'est tout ce qu'on veut éviter. Vos pieds, la podologie, c'est hyper important. Et donc, évidemment, le suivi des blessures. Quand vous avez des petits bobos, c'est bien de savoir ce qu'il y a et comment faire tout de suite pour diminuer, voire faire disparaître les petits bobos si vous voulez durer en tout cas. Ensuite, on a ce que j'appelle les accélérateurs de récupération. C'est quoi? C'est tout ce qui va concerner votre alimentation et notamment votre alimentation post-training, juste après l'entraînement. L'objectif de ces collations post-training, c'est d'optimiser votre récupération en favorisant votre capacité à restaurer vos réserves énergétiques. On va parler de collation post-training. Et donc là, l'idée, ça va être de vous alimenter. Comment? D'avoir tout simplement un fruit, une dose de protéines, par exemple, un shaker de protéines et de l'eau. Après, on peut aussi parler de votre boisson intra-training, ou là, une boisson isotonique type Isostar ou une boisson que vous allez faire vous-même en prenant de l'eau, un peu de sel et un jus de pomme. Ça va vous permettre justement d'éviter de creuser, quand vous avez des entraînements longs et difficiles, de creuser le déficit de fatigue et de pouvoir maintenir les efforts sur toute la séance. La récupération en m'alimentant et en m'hydratant, ça va aussi me permettre de favoriser l'élimination des déchets, notamment l'acide lactique, et donc ça va me permettre aussi de réparer les tissus qui ont été endommagés à l'entraînement. D'accord? On peut aussi parler de récupération active, donc on a vu les étirements, etc. Mais on a aussi les massages et la cryothérapie. Okay, donc après, il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. Il faut juste trouver ce qui vous correspond le mieux. Et après, le mieux, c'est de tester. Okay. Et enfin, on a évidemment l'alimentation et l'hydratation. Si vous avez une répartition journalière qui est adaptée à vos horaires d'entraînement, si vous avez des apports qui sont adaptés à votre dépense énergétique, si je m'entraîne 2 fois par jour et que je mange pas suffisamment, vous allez tirer sur la corde et c'est sûr qu'il y a un moment donné, vous allez passer à la caisse et vous allez payer le prix de vos dérèglements. Ok, c'est pas parce que si j'ai besoin de 2000 calories par jour, je dis c'est un exemple. Si je mange 2000 calories de n'importe quoi, donc si je suis pas quantitatif, ça va forcément pas m'aider à être performant, à récupérer, etc. et à produire des efforts. D'accord? Donc autant j'ai besoin de manger, autant j'ai besoin de manger en quantité suffisante, autant j'ai besoin de manger en qualité aussi. D'accord? Donc en fait, ça revient à dire que mieux votre organisme va être alimenté, donc plus vous allez faire de bons choix alimentaires, d'accord? Et plus vous allez être aussi capable de générer et de supporter des charges et des intensités de travail à l'entraînement. Ok? Et on va terminer avec cette petite matrice de Tony Schwartz. C'est un auteur américain qui n'a rien à voir avec le sport, mais son schéma est très intéressant parce que on peut constater que dans n'importe quel domaine, en fait, le système, l'organisme, le corps a toujours besoin de revenir à une base de régénération. D'accord? Quand on est dans un aspect positif, si je reviens toujours à ma phase de régénération, je vais pouvoir performer quand j'aurai besoin de performer. Par contre, si je commence à tirer sur la corde et que je ne suis pas suffisamment dans des phases de régénération, de récupération, on va rentrer dans ce qu'on appelle le burn-out, les surentraînements. Et là, à chaque fois que vous allez essayer de performer, votre corps va rentrer un peu en mode survie. D'accord? Et donc, il y a plein de dérèglements qui vont apparaître. Et donc,
comme par exemple les problèmes de digestion, la difficulté à perdre du poids, la fatigue en permanence, le manque de motivation, les blessures, etc. Donc nous, l'idée, c'est de toujours rester dans cette espèce d'aspect positif où je me régénère, je prends du temps pour me reposer, pour pouvoir après solliciter mon système, mes systèmes, et pouvoir performer du mieux que je peux. Et puis surtout, ça va m'aider aussi à durer si j'ai décidé de refaire une carrière. Voilà, mes petits amis. Soyez positifs, soyez réguliers, soyez forts, c'est hyper important. Et retenez toujours, et pour moi, ça résume très très bien ce que doit être une préparation physique. Un objectif flou mène toujours à une connerie bien précise, et c'est Frédéric Dard qui nous dit ça. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle est valable dans beaucoup de domaines, mais en l'occurrence encore plus quand vous vous préparez. Vous avez beau tout donner, si vous faites n'importe quoi, si vous savez pas ce que vous faites et si vous êtes mal encadré, forcément vous allez forcément foncer dans le mur et à vos dépens. Donc à vous aussi d'avoir suffisamment d'intelligence pour vous éduquer, comme avec les webinaires qu'on peut avoir et qu'on a la chance d'avoir actuellement. Éduquez-vous, formez-vous, intéressez-vous, demandez-vous toujours pourquoi, échangez avec vos entraîneurs, vos préparateurs. C'est hyper important. Voilà. Alors, je vais revenir ici. Je vais désactiver le partage d'écran. Et si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à les poser dans la section questions. Donc là, je vais regarder sur le chat s'il y a des questions. Merci pour la correction, Grégory Guillou. Effectivement, il y a un N de trop. Ok. Hop. Alors oui, merci Johan ou Johan, je ne sais pas comment prononcer. Je n'ai pas parlé des tests physiques, effectivement. J'avais pas. L'idée pour moi, c'était d'aborder et d'expliquer d'une façon générale. Parce que d'une façon générale, ce qui était la préparation physique, je pensais surtout au public novice. Et donc, moi, mon objectif, c'était vraiment d'expliquer les tenants et les aboutissants d'une préparation physique. Les tests physiques, il y en a plein. On peut parler du Sargent test, des sauts en contrebas, etc. On peut parler pour la force, en tout cas. On peut parler des lancers de medicine ball. On peut parler de la détente, du test de détente. On peut parler aussi des tests de nuque léger. On peut parler des VAM-EVAL, des Cooper, des demi-Cooper, etc. J'ai décidé vraiment de façon totalement volontaire de faire l'impasse là-dessus parce que c'est vrai que oui, c'est important, mais pour moi, de voir mon athlète qui progresse et sans faire de test, c'est déjà un très bon comment dire, curseur pour moi. Donc oui, c'est important. Maintenant, est-ce que j'ai besoin vraiment qu'il me fasse un palier 16 au test de Luc Léger pour savoir qu'il a amélioré ses capacités, ou est-ce que j'ai besoin de voir qu'il a développé 100 kg au squat ou 140 kg au soulevé de terre? Encore une fois, et c'est ce que je disais dans ma présentation, c'est pas parce que mon athlète court très très vite ou parce que mon athlète soulève très très lourd qu'il va être hyper performant sur le ring. C'est vraiment un ensemble de facteurs, et c'est vraiment cette approche systémique que je pense qu'il faut avoir pour pouvoir faire en sorte que mon athlète progresse et qu'il soit prêt et performant le jour J. Donc oui, c'est important, mais pour moi, ce qui est beaucoup plus important, c'est de développer tout au long de l'année avec lui des capacités pour le voir progresser. Donc c'est pas des curseurs. Alors, des ouvrages intéressants pour la préparation physique. Alors là, comme ça, en tête, j'en aurais pas, mais je pourrais en poster sur la page de la fédération sur Facebook. Là, comme ça va pas me revenir. Oui, il y a le manuel de l'entraînement de Weineck, mais j'ai peur qu'il soit un petit peu trop approfondi. Il y a le travail de force
son nom ne me revient pas, comment développer la force, mais ça va pas me revenir. Après, des personnes à suivre, oui, je te recommande Rémi Lancou, qui est kinésithérapeute et préparateur physique. Il a une page Instagram qui s'appelle PSC Coaching, il me semble. En tout cas, tape Rémi Lancou, Lancou, excellent préparateur physique, l'une des meilleures, voire la meilleure pour moi référence en termes de préparateur physique en France et voire même très probablement à l'étranger, en tout cas en Europe. Par rapport, alors Ahmed, par rapport aux siestes récupératrices, il est recommandé de dormir combien de temps à peu près? Comme je te le disais, Ahmed, à peu près 7 à 8 heures et en te couchant, en te mettant au lit vers 22 heures et essayer de t'endormir vers 23 heures en coupant tous les écrans, en lisant, en écoutant des musiques qui vont t'aider à t'endormir parce que le problème aujourd'hui, c'est vraiment le problème des écrans et quand tu coupes pas les écrans, ça excite ton système nerveux, donc tu t'endors sans lui permettre de pouvoir se relâcher, de faire diminuer cette tension nerveuse. Donc, idéalement, écouter de la musique sur ton ordinateur en mettant un écran noir, en mettant l'ordinateur loin de toi, t'endormir en lisant, en t'éduquant, par exemple, ça peut être aussi un très très bon compromis. Donc, voilà pour les heures de sommeil la nuit. Et par rapport aux siestes récupératrices, après, encore une fois, on n'est pas tous fait pareil. Il y en a qui ont besoin de 20 minutes et puis ils se réveillent et ils sentent qu'ils ont récupéré. Il y en a qui ont besoin de dormir 45 minutes, 1 heure et c'est ce dont ils ont besoin pour récupérer. Après, ça va aussi dépendre du temps que tu vas avoir à ta disposition pour récupérer. Donc, il n'y a pas de meilleur modèle. Écoute-toi, fais ce qui te semble bon pour toi, d'accord, et ce sera déjà très très bien. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de préparation physique miracle, il n'y a pas une préparation qui va être meilleure qu'une autre. Encore une fois, c'est la façon dont l'échange et la façon dont vont être amenées les choses. Et c'est pareil pour toi. Et comme je le disais tout à l'heure avec les phases de récupération, il faut tester en fait. Il n'y a rien de mieux que de tester, essayer et voir ce qui fonctionne pour toi. Ce qui va fonctionner pour moi ne sera pas nécessairement bon pour toi et vice versa. Donc vraiment pour moi c'est essayer, expérimenter et faire ton idéal à toi. On peut récupérer tes slides si oui, merci. Oui, bien sûr, pas de problème, Sébastien. Je les enverrai à la personne qui gère la diffusion aujourd'hui du webinaire avec grand plaisir, aucun problème. Voilà. Oui, il y a des tests Farouk de sélection en équipe de France. Oui, et encore une fois, je suis pas du tout contre les tests. Là, je parlais pas de tests de sélection pour entrer ou pas, puisqu'effectivement là, ça va nous permettre de jauger le niveau du combattant et savoir s'il est apte ou pas à réaliser de grandes rencontres sportives. Et là, oui, ça a tout à fait sa place. Après, sur une préparation physique dans un club, etc., avec des objectifs de compétition où on connaît son athlète et on connaît un peu ses capacités et ses qualités, je suis pas sûr que de faire régulièrement des tests de lutte léger ou des tests de force maximale, ce soit pertinent. C'est mon point de vue. Hein. Après, il n'y a pas de, encore une fois, de meilleure ou moins bonne proposition de préparation physique. Mais encore une fois, je suis pas contre les tests. C'est juste que quand je prends en charge un athlète, c'est pas forcément c'est au fur et à mesure, on va bien se rendre compte qu'il va progresser sur les charges qu'il va être capable de soutenir et de supporter de travail. Oui, la Bible de la préparation physique. Oui, merci Johan ou Johan, je sais pas. Hop. Voilà. Respire, Kautar. Merci. Hop. Alors, je vais retourner là pour voir le livre. Donc. Oui, Poliquin sur la force. Merci, Sabri. Oui, c'est ça. Poliquin sur la force, il est pas mal du tout.
Après, il a dû y en avoir d'autres hein, qui sont très bien. Encore une fois, à vous d'aller faire les recherches, lisez ce qui vous intéresse par rapport au sujet qui vous intéresse dans la préparation physique. Vraiment, moi, mon conseil, c'est vraiment formez-vous, éduquez-vous, apprenez, écoutez. Vraiment, voilà, faites vos expériences. Je pense que en tant qu'athlète ou en tant que préparateur physique, on n'a jamais fini d'apprendre. Ce qui était vrai hier est sans doute plus très vrai aujourd'hui et le sera certainement pas demain et sur plein d'aspects de la préparation physique. Donc, avec la science aujourd'hui, on avance et on évolue très vite. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Continuez de vous former, de vous intéresser, lisez, éduquez-vous. Voilà. Bien. Hop. Eh bien, en tout cas, merci à vous de votre présence, de votre écoute. J'oublierai pas de laisser les slides pour la personne qui me l'a demandé. Je me rappelle plus qui c'était. En tout cas, Sébastien, j'enverrai ma présentation. Merci encore de votre présence. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le webinaire sur l'alimentation du sportif. C'est moi qui l'animerai, donc voilà, j'espère vous voir nombreux sur le prochain webinaire. Et puis, je vous laisse. J'espère que vous aurez appris des choses et que je vous aurai été utile en tout cas. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le webinaire sur l'alimentation du sportif. Merci.